Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur et aujourd'hui je vais faire encore un sujet, on va dire que c'est un peu un sujet toujours sur les 50 ans du hip-hop, mais c'est un peu la suite un peu du truc que j'avais fait il y a de cela 3 mois ou 2 mois sur Hip-Hop Anniversary. Si vous l'avez pas encore vu, mon classement des 10 artistes de hip-hop les plus importants pour moi, ceux qui m'ont le plus marqué en tout cas. Euh, j'ai essayé de faire un peu une suite un peu à ça. Pas pour continuer un classement particulier, mais pour faire un peu parmi les 10 artistes de hip-hop dont j'avais choisi dans mon top 10, quels pour moi sont été un peu leurs sons qui sont pour moi le plus marquants. C'est-à-dire quel est le morceau le plus marquant pour moi que je dis, ah, cet artiste-là, dans les albums que j'ai suivis, dans sa discographie que j'ai suivi, il y a ce son-là qui me plaît le plus de lui. Il y a ce son-là pour moi qui résume un peu qui il est. Et c'est un peu ce jeu-là que j'ai voulu faire parce que j'ai dit, ah ouais, bon, j'avais fait le truc sur les hip-hop sweeties, mais j'ai encore envie de pousser un peu le truc encore sur ça pour montrer un peu les sons qui m'ont marqué dans mon top 10 de chacun des artistes qui étaient dans mon top 10. Et voilà quoi. Bon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on va commencer. On commence bien entendu à celui qui avait été mon numéro 10 dans le sujet de Hip Hop Anniversary, Wannabe Basquiat, a.k.a. Sean Carter, a.k.a. Giga Hove, a.k.a. Hove, l'homme qui se prend pour littéralement qui se prend pour Jéhovah, parce que Hove veut dire Jéhovah. Le mec, on est dans un tel narcissisme qu'il pense même qu'il est carrément Jésus, hein, Jéhovah le gars. Il s'appelle Jéhovah. Bon bref. Mon grand ami, mon grand ami Wannabe Basquiat. Eh bien, dans la carrière de Wannabe Basquiat, qui est, vous savez ce que je pense un peu du personnage et tout, mais je lui reconnais quand même certains trucs intéressants. Eh bien, s'il y a un son pour moi qui m'émeut le plus chez Wannabe Basquiat, c'est bien son son Wishing on a Star qui était dans In My Lifetime. Je sais pas si c'était Vol 1 ou Vol 2. Je sais pas si c'est Vol 1 ou je crois que c'est Vol 1, je pense. Vol 2, corrigez-moi si je me trompe, je vais voir en post-prod. Et Wishing on a Star, c'est vraiment mon morceau préféré de Wannabe Basquiat parce que c'est le morceau où quand tu regardes, même quand tu regardes le clip, même quand tu regardes la musique magnifique qui est tirée d'un sample déjà du groupe Rolls-Royce, Wishing on a Star de Rolls-Royce, qui est un sample de ce fabuleux groupe de funk des années 70 là. Et ce qui me plaît, c'est tu peux comprendre que c'est autobiographique, presque autobiographique ce qu'il raconte là. Tu comprends un peu ce qu'il a vécu, ses aspirations à vouloir connaître le sommet, à vouloir s'en sortir de son environnement, comme par quoi il est passé pour faire son environnement. C'est le son je pense, c'est l'un des sons les plus autobiographiques de Wannabe Basquiat. C'est celui qui m'émeut le plus, c'est celui qui me permet de mieux le comprendre, même. Parce que bon, comme je vous dis toujours, les artistes ils racontent leur vie, hein. Et c'est tellement autobiographique que ça me permet un peu avoir de l'empathie pour ce qu'il a vécu, pour s'en sortir, par quoi il est passé, qu'est-ce qu'il recherchait, qu'est-ce qu'il voulait, son élévation sociale par rapport à lui qui vient de Marcy. C'est un très bon, très belle chanson, hein, musicalement comme le clip aussi, qui est très bien tourné. Je sais pas qui avait fait le clip et tout, mais voilà le son. Quand on me dit toujours quel est le plus beau son de Wannabe Basquiat, c'est Wishing on a Star. C'est son plus beau son, qui est pas forcément dans son album dans son meilleur album, In My Lifetime, hein. C'est pas vraiment le meilleur album de Jay-Z, mais quand tu me demandes quel est le son le préféré de Jay-Z, c'est Wishing on a Star. C'est celui
dont je connecte le plus émotionnellement et qui permettent un peu d'avoir l'empathie avec ce personnage qui a réussi au final à atteindre les sommets les plus élevés, surtout pour un noir qui vient de là. On peut quand même lui reconnaître ça. Chapeau à lui. Wish on a star. Numéro 8. Atmosphère. Fuck you, Lucy. Lucy. Oh là là, Atmosphère, Slug, du groupe Atmosphère. Du duo Atmosphère. Lucy, c'est vraiment le son phare pour moi d'Atmosphère, parce que Lucy, c'est, on va dire un peu Lucy, un peu c'est comment on appelle ça, Lucy, c'est un peu, imaginez Marvin Room de Drake mais qui a rappé. Imaginez Marvin Room de Drake. Marvin Room, c'est un son sur la rupture. Et en rupture avec Drake qui est en train de harceler son ex-copine en disant que tu es avec un copain qui est un con et autres et tout là-bas qui chiale sur ça. Mais la manière dont c'est fait, c'est gna ronde, chialerie à la con. Mais imaginez quelqu'un qui fait le même truc de son mais rappé. C'est ça que c'est Lucy. Lucy, pour moi, je dis toujours un slug, je l'avais déjà dit sur mon sujet, c'est le premier emo rap. Quand tu vois les thèmes qu'il abordait, c'est les thèmes que tu peux voir un peu dans les trucs que Kid Cudi a rappé, ou bien les trucs que Drake fait. Mais il le faisait en rappant. Il y a le premier emo rap. Et Lucy, fuck you Lucy, où généralement il référait un peu à la mère de ses enfants, à sa baby maman, sa relation avec qu'il avait avec cette femme là, un peu comme Eminem faisait un peu là où il insultait un peu, comment elle s'appelle, à sa femme la Kim, un peu de ce même profil là, un peu de ce son là. Et ben Lucy, c'est un peu ça. C'est pour ça que c'est un des sons qui me marque le plus, parce que c'était très pionnier un peu dans ce genre de truc qu'on va voir un peu 10 ans après ou 20 ans après, mais c'était fait par un rappeur, un vrai MC qui rappe sur des sujets, sur un sujet comme ça qu'on ne demandait pas. Les trucs de relations amoureuses un peu compliqué, un peu sur avec un peu la mère de tes enfants, ce genre de truc là-bas, on ne rappelle pas ça, ce genre de conneries là. Et la manière dont il le fait, c'est tellement bien fait, c'est tellement impactant, c'est tellement même parfois glauque, mais c'est tellement bien fait que ça prend en fait. C'est un peu tout ce que Marvin Room de Drake n'est pas, je trouve. Et Atmosphère, qui est pour moi, et Slug de Atmosphère, qui est pour moi un des plus grands artistes de hip-hop de tous les temps, qui représente même pour moi le hip-hop indépendant, même avec le label aussi Ramsayer. Je parlais de POS, il était signé sur le label de cet individu-là. God Loves Ugly est un classique du hip-hop indépendant américain jusqu'à aujourd'hui, et Lucy, c'est vraiment le plus beau son d'Atmosphère. Quand tu me parles d'Atmosphère, quand tu me parles de Slug, je pense avant tout à Lucy. Lucy, numéro 8. Yes. Numéro 7. De Formula de DOC. Comme je vous l'avais fait sur mon sujet hip-hop anniversary de DOC, s'il n'avait pas eu son accident, serait sûrement aujourd'hui à la même position que Snoop Dogg a actuellement. C'était lui qui était vraiment la combinaison, c'était Dr. Dre et de DOC quand il était à Restless Records, parce que je pense que de DOC est l'un des plus grands lyricistes de l'histoire du hip-hop. C'est un génie. Le son qui me plaît le plus de lui, qui est pour moi aussi, je considère aussi comme l'une des plus belles productions de Dr. Dre, c'est de Formula. Qui est vraiment incroyable. Tu vois un peu, il y a cette métaphore un peu sur quel est on appelle ça
formule un peu de comment créer le plus bon rappeur en disant qu'il est l'équation entre tous les plus grands rappeurs existants sur Terre. Mais je te dis aussi, hein, moi je ne sais pas comment vous expliquer ce mec là. Quand j'écoute No I Can Do It Better, je me dis merde, ce gars là, s'il n'avait pas eu son accident, et c'est même très tragique un peu parce que après qu'il avait tourné ce clip, c'est là où il a eu son accident qui a fait qu'il perde justement sa corde vocale et que il fut plus le même rappeur. Il avait tout, le charisme, la voix présente, les lyrics et un album de malade. Je le dirai toujours. De dire aussi est une légende, je la mets en place en légende. C'est quelqu'un qui a participé beaucoup aussi aux lyrics de beaucoup d'albums qui sont sortis après. Ça, les albums de Dr. Dre, les albums de même Eminem. Hein. Apparemment, il a fait quelques trucs sur Eminem. Snoop Dogg, il a beaucoup aidé Snoop Dogg aussi pour son premier album. Synthétiser aussi son travail sur les lyrics. C'est un lyrical genius. Lyrical genius. Et quand je pense à dire aussi, je pense toujours à The Formula. C'est son son. Pour moi, son son le plus marquant. J'aurais pu citer tout l'album, hein, mais pour moi, son son le plus marquant, c'est The Formula. Formula de dit aussi. 6. Ignorance is Bliss de Kendrick Lamar. C'est-à-dire que Ignorance is Bliss de Kendrick Lamar, qui est dans Overly Dedicated, pour moi, le son qui le remésume parfaitement, qui est ce fabuleux artiste et qui, je dois avouer, qui est celui qui me marque encore jusqu'à aujourd'hui. Malgré tous les albums géniaux, j'aurais pu mettre aussi Mother Sober de son dernier album aussi, qui est entré aussi parmi mes sons préférés un peu de tout ce qu'il a fait. Et je veux pas dénigrer un Mortal Man dans Butterfly, mais s'il y a un son, et pour moi c'est un son charnière de sa carrière, puisque c'est le son qui a fait que Dr. Dre ait envie de travailler avec lui. Ignorance is Bliss, la manière dont justement dans les lyrics, tu peux croire qu'il est en train de valoriser le gangsta rap ou quelque chose comme ça. Et chaque verset se termine avec Ignorance is Bliss, alors que c'est juste ironique pour montrer un peu comment la vue, cette vie de la rue, cette vie là, comment il y a cette violence de la rue peut être stupide quoi. Et il le fait de manière bien en se mettant dans la tête justement de quelqu'un qui vit cette vie-là. Et moi, c'est le son qui m'a le plus marqué. C'est le son qui m'a le plus marqué de lui. Et ça reste toujours le son que j'aime valoriser sur Kendrick Lamar. Le son qui a défini, lui, qui a changé sa carrière et sa vie, quoi. Ignorance is Bliss. Scarface, I Seen a Man Die. Après sa grosse performance au Tiny Desk dernièrement qui a permis, je pense, à une nouvelle génération de découvrir Scarface et surtout aussi de permettre de comprendre c'est quoi le hip-hop. I Seen a Man Die est pour moi mon son le préféré de Scarface, de tout ce qu'il a fait. J'aurais pu mettre encore beaucoup, hein. Scarface, c'est difficile de choisir. Et si j'ai voulu choisir un son de Scarface, c'est I Seen a Man Die qui est tiré pour moi de ce que je considère encore comme son meilleur album de Diary dans sa discographie de malade. Je pense pas que c'est difficile de trouver un mauvais album de Scarface. Hein. Vraiment difficile, je connais pas. C'est-à-dire un mauvais album de Scarface est un grand album pour un moyen artiste. Je sais pas, c'est sa discographie, l'une des plus belles discographies du hip-hop aussi. Et I Seen a Man Die, c'est vraiment Scarface dans toute sa splendeur, dans Scarface dans son storytelling, Scarface dans sa description justement d'un personnage qui gros a pris les mauvaises décisions, des gros personnages qui viennent un peu de la rue. Je pense que Scarface et Tupac, il savait ce truc là. Tupac, c'est vrai que c'était pas un lyriciste plus, mais Tupac avait la passion pour te mettre et une voix particulière pour te mettre vraiment dans l'imagerie de ce qui te décrit. Scarface, lui, il a les lyrics encore. Et c'est le même truc que Tupac a là. Il a la passion, la voix qui commande et les lyrics pour mieux te décrire vraiment cette image. La musique de Scarface n'est pas une musique de joie.
Tu vas pas danser en écoutant Scarface. Ah non, tu vas vraiment, vraiment, vraiment. C'est une musique très noire, c'est une musique très sombre parce que faut dire Scarface n'est pas le, c'est pas le mec le plus, comment dire, ce n'est pas le mec le plus joyeux sur terre. C'est un mec qui a eu beaucoup de pensées suicidaires. C'est un mec qui a vraiment eu vraiment aussi beaucoup de problèmes psychologiques. Et dont la musique est un peu a été un exorcisme pour lui. Et quand tu écoutes la discographie de Scarface, tu vas pas être l'homme le plus joyeux du monde, mais moi je fais partie des gens qui aiment aussi, il faut savoir aussi embrasser la noirceur. Car elle est bien faite, pas la noirceur dans la noirceur pour glorifier la violence, mais la noirceur qui te permet de montrer que hey, la vie n'est pas rose pour tout le monde. J'aime bien quelqu'un qui montre aussi la réalité d'un monde qui est un peu plus cynique, qui est un peu plus sombre, qui est un peu plus truc, sans pour autant la glorifier, mais juste décrire ce qu'elle est. Et c'est ce que Scarface te fait comprendre. J'aime beaucoup la discographie de Scarface par rapport à ça. Et A Cinnamon Die est sûrement pour moi le son qui le décrit le mieux et qui résume le mieux ce mec-là. Mais j'aurais pu mettre tellement de morceaux. Mais s'il a fallu choisir un, j'ai choisi A Cinnamon Die. Je crois qu'on est dans le numéro 4. Rhinestone Cowboy de MF Doom plus Madlib. Dans Mad Villainy, Rhinestone Cowboy est le son que moi que j'adore chez MF Doom. Parce que si ça résume un peu MF Doom, sa capacité à entrer et à créer ce personnage un peu de super vilain, de trucs. Et Mad Villainy est pour moi l'un des plus bels albums de hip-hop de tous les temps, hein. Même s'il avait fait beaucoup d'albums, mais la combinaison Madlib et MF Doom avec ce truc, je dirais même que la culture des comics dans le hip-hop, je pense que c'est MF Doom et MF Grimm hein, qui ont apporté ça. Je pense, hein. C'est-à-dire que les références à des personnages de comics dans les lyrics de hip-hop, ça c'est beaucoup MF Doom et MF Grimm, je pense. Parce que ce sont eux qui ont amené ce truc dans cette culture-là, justement, même le masque qu'ils portent, qui est une référence à Fatalis, un peu de 4 Fantastiques, le méchant des Fantastiques. Doom a vraiment fait tout pour devenir vraiment ce vilain de l'industrie, ce caractère qui est devenu maintenant une image légendaire. Moi j'ai même presque oublié son visage, il faut que je tape les vidéos de son groupe KMD pour me rappeler du visage qu'il avait. Et Rhinestone Cowboy, je ne sais même pas si c'est une référence à, je ne sais pas, je n'ai pas trop les informations pour ça, mais c'est pas si c'est une référence au son de, comment il s'appelle là, c'était Glenn Campbell. Oui, le chanteur de folk là, oui, Rhinestone Cowboy, je sais pas si c'est une référence à l'album du gars là, ou le son de Glenn Campbell, le chanteur de country folk là, je ne sais pas du tout si c'est une référence à ça. Et moi, j'aime ce morceau, j'aime ce qu'il représente de tout, j'aime les lyrics complètement métaphoriques. Il faut réfléchir 3 fois, 4 fois pour comprendre ce qu'il est en train de te parler. C'est une légende, hein. C'est une légende. Pour ceux qui n'ont jamais suivi encore MF Doom, je vous commencer avant de commencer à parler Food et tous les albums qu'il a fait avant. Commencez d'abord par cet album-là, Mad Villainy. C'est l'un des plus grands albums des années 2000. Conseille toujours amplement. Tech 9 Apping Andy qui était dans l'album, le fabuleux album The Killer. J'ai vu une époque où Tech 9, je dirais, c'était mon artiste hip-hop préféré de tous les temps. C'est-à-dire que pendant très 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 longtemps, je ne jurais que par Tech 9. J'étais même un Tech 9 addict. Je suivais que je pense des années 2008 et 2010. De 2008 à 2010. Quand je voulais suivre le hip-hop, c'était que Tech 9 que je suivais. C'est-à-dire, je suivais pas autre chose. J'avais jamais autant connecté avec un rappeur comme ça.
C'est-à-dire, sa musique me parlait vraiment et Killer, toute sa discographie là qui est géniale. Hein. J'aurais pu citer même un peu des sons qui étaient dans Absolute Power ou des sons qui étaient dans Heavy de Religion ou Angelic. J'aurais pu dire This Ring aussi, qui est un fabuleux son de hip-hop sur les travers du mariage, tu vois un peu. Mais Happy Ending, attention, encore beaucoup plus différent dans la mesure où dans Happy Ending, c'est un peu les pensées, je dois avouer, suicidaires de Tech Nine. C'est des pensées un peu très suicidaires de Tech Nine dans la mesure où quand tu regardes un peu les lyrics de la chanson, quand tu vois ce qu'il est en train de dire, de raconter dans ce morceau-là, tu vois vraiment qu'il y a un peu une sorte de je dirais pas de ras-le-bol, mais le sentiment de vide un peu qu'il a. Parce que sa vie est rythmée, c'est ça souvent qu'on oublie chez les artistes. Oui, on les admire pour leur talent, leur argent, mais parfois ces gens aussi, ils ont envie d'une vie normale, hein. D'une vie simplement normale. C'est-à-dire se lever le matin et aller en tournée pendant 4 mois, 5 mois où tu es toujours sur la route. Tu es toujours sur la route. Et oui, avec tout ce que ça comporte, concert, hôtel, peut-être un peu 2-3 groupies que tu amènes à l'hôtel pour niquer vite fait. Dans tout ce cirque-là, ça peut paraître un peu désuet et tu peux te poser la question, mais qu'est-ce que je fais même en fait? Ça peut être très seul. Moi, j'ai beaucoup d'empathie avec les gens, même l'empathie avec des gens qui sont beaucoup plus fortunés que moi. J'ai de l'empathie avec des gens qui sont beaucoup moins fortunés que moi et j'ai de l'empathie pour des gens qui sont beaucoup plus fortunés que moi parce que qu'importe le compte en banque, tu n'en restes pas moins un être humain qui a des émotions. Qu'importe le statut. Et parfois, je trouve que oui, c'est aussi quelque chose de compliqué de vivre toujours dans un cercle un peu dans le cercle qui vit. Se lever le matin, aller au boss. Se lever le matin, aller être en tournée. Et c'est ce que la chanson raconte un peu. Quand est-ce que ça s'arrête? Voilà. Est-ce que j'aurai une fin heureuse dans ce tourbillon un peu? Quelle industrie musicale? Happy Ending parle de ça. Et c'est un son que j'ai beaucoup aimé, beaucoup adoré, qui est pour moi le son qui exprime un peu Tech Nine. Et je suis un peu content que dans sa vie personnelle, il a pu trouver l'équilibre maintenant. Je peux le voir un peu dans ses Facebook avec la naissance de sa jeune fille. Et je pense qu'il a une nouvelle compagne maintenant, il a un nouveau truc et je pense qu'il est beaucoup plus équilibré. Bon, ça se ressent même sur sa musique maintenant. Sa musique est un peu moins... Je trouve que sa musique est un peu moins top. Mais bon, je préfère quelqu'un qui a une vie équilibrée et content que quelqu'un qui a une musique top, mais il est complètement fucked up dans sa vie privée. Et je suis content pour lui qu'il ait pu trouver enfin maintenant la paix qu'il cherchait. Pour moi, Happy Ending est un peu un son qui résume vraiment un peu l'état d'esprit d'un Tech Nine que j'ai aimé, mais que je voyais qu'en fait il était très dépressif. Avec le recul, je me rendais compte qu'il était très dépressif quand il faisait ces sons-là. Tech Nine, Happy Ending. Pas forcément le son que je voulais choisir de lui, pas forcément le truc, mais j'ai dit je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Il y a l'histoire du hip-hop. Aussi, ici là, ça a été un choix cornélien, mais il fallait choisir et je pense que pourquoi j'ai choisi ce morceau So Many Tears, je pense que c'est le premier son que j'ai écouté de Tupac où j'ai dit essaye de approfondir sur. Je me rappelle, c'était il y a 3 ans, 4 ans. Je sais pas comment ça va, parce que comme je l'ai dit dans mon sujet sur
Tupac, c'est il y a 4 ans que j'ai vraiment deep down sur Tupac. Pendant longtemps, je dois vous avouer, j'étais plus fasciné par l'acteur que le rappeur, que je trouvais un peu, je disais merde, c'est un acteur incroyable, et j'avais jamais essayé de développer au plus. C'était mon grand frère qui aimait Tupac, mais moi, je dois vous avouer, c'était pas vraiment quelqu'un qui me parlait plus que ça. Et c'est il y a 4 ans quand j'ai écouté So Many Tears. J'ai écouté So Many Tears, ça m'a fait vouloir m'intéresser à Me Against the World. Et quand j'ai écouté Me Against the World, j'ai dit, wow, qu'est-ce que m'a raconté? Moi, je croyais que Tupac, c'était All Eyes on Me ou quelque chose. J'ai vu la discographie, j'ai été blown away, j'ai découvert le personnage, j'ai été blown away. J'ai dit, mais qu'est-ce que les médias nous racontent sur ce gars-là pendant des années? On est complètement truc. Il l'a résumé seulement à hit 'em up, à ces genres de trucs, alors que le gars, il est beaucoup plus complexe que ça. Et So Many Tears, ça a permis de mieux comprendre. C'est là où ça a été la clé pour moi de vraiment entrer dans la discographie de trucs. Et So Many Tears, c'est un fabuleux son. Les deux versions. Parce qu'il y a deux versions de So Many Tears. Il y a une version, ça c'est la deuxième version qu'il avait fait avec le producteur Chuck D, qui est, on va dire, un peu un de ses premiers mentors, qui était le leader du groupe Digital Underground, là où il faisait partie dans le début de sa carrière. Et le deuxième, il y a la première version qui était avec son ami qui après ils ont eu des gros problèmes après, Stretch, qui était produit par Easy Moby, qui est aussi génial à la première version. La première version, tout aussi géniale que la seconde version. La première version, dont je vais vous faire un peu suivre aussi un peu là, qui était aussi tout aussi génial, mais le problème qui s'était passé après le truc des studios, qui s'était passé aussi au quad de studio là, comment on appelle l'interrogation où il avait été il pensait, où il avait été, on avait tiré dessus et tout. Il pensait que c'était Stretch aussi qui faisait partie de la manipulation. Bon, ça a été compliqué un peu de voir un peu comment le fallout entre ces deux personnages là. Ça n'a pas fini le truc. Mais pour moi, So Many Tears, c'est le son qui m'a ouvert vraiment l'esprit sur Tupac. J'ai dit, ah ok, il y a quelque chose d'intéressant à explorer. J'ai sûrement loupé quelque chose. Quelqu'un ne peut pas avoir un impact comme ça sans qu'il y ait quelque chose d'intéressant derrière. Et là, ça m'a blown away. Dès que j'ai découvert Me Against the World. Me Against the World, pour moi, toute proportion gardée, c'est un peu... l'album là, c'est un peu une version hip-hop un peu de Miles Davis in Silent Way. Si je dois faire les comparaisons. C'est pour ceux qui sont des amateurs de jazz, et si vous avez suivi des amateurs de Miles Davis, si vous connaissez cet album magnifique de Miles Davis et Silent Way, Tupac Me Against the World me fait penser un peu à ce genre d'album là, en version hip-hop. Et c'est un album autour de la thématique phare de Tupac quand même, c'est la mort. Sa peur d'affronter la mort, la peur de ses démons. So Many Tears, c'est ça, d'affronter ses démons intérieurs, d'affronter qu'est-ce qui peut l'amener un peu dans quelque chose de truc. C'est un album, c'est un son qui est incroyable. Les deux versions sont incroyables. Et c'est vraiment dommage, hein, vraiment, la trajectoire de ce gars-là qui aurait pu être tellement plus grand. Mais non, je n'ose même pas imaginer qu'est-ce qui serait là en ce moment-là. C'est sûr que ce serait un gars qui serait, on va dire, milliardaire en ce moment. Il serait sûrement dans la politique en ce moment. Ce serait sûrement quelqu'un qui serait beaucoup de choses intéressantes même, s'il quittait tout ça. Il serait sûrement un acteur accompli avec plusieurs Oscars, plusieurs trucs. Je compte même pas le nombre de Grammy qu'il aurait sûrement eu à voir. C'est quelqu'un qui, s'il avait été là, aurait été une grande figure de la communauté afro-américaine, encore beaucoup plus grand, quoi. C'est quelqu'un qui, je suis sûr que je l'aurais vu politicien, activiste, il serait plus dans les trucs de hip-hop, là. Il aurait dépassé ça. Même le truc de l'industrie du divertissement, il aurait dépassé ça. Il aurait coché toutes les cases, il serait parti, il serait devenu une autre grande figure. T'es beaucoup plus intelligent et culturé pour dépasser juste le fait d'être un rappeur. Et c'est quelqu'un que je trouve un peu que malheureusement, le fait d'avoir traîné avec un peu des individus pas possibles. Et Notorious Big lui disait déjà ça. Notorious Big, les Aishan Jax, tous ces gens-là. Le fait d'avoir traîné avec ces gars-là,
l'ont amené ça parce que normalement Tupac, hein, c'est un Lupe Fiasco ou un Kanye West. C'est un arty boy ce gars-là. C'est pas un gars de la rue à la base. C'est un arty boy. C'est un arty boy à la Lupe Fiasco, à la Kanye West. Même Lupe Fiasco, il a grandi dans le hood, mais il avait une mère qui était professeur et un père qui était un ancien Black Panther aussi. Comment on appelle ça, instructeur de karaté aussi. C'est ça qu'il avait. C'est pour ça que Lupe Fiasco d'ailleurs, même c'est un très très grand pratiquant d'art martial depuis l'enfance, parce que son père était un pratiquant d'art martial et c'est un ancien Black Panther. Kanye West aussi, son père était un ancien Black Panther aussi. Et même si Kanye West vient d'un milieu social assez moyen plus, parce que quand même lui, quand il était jeune, voilà ce qu'il faisait. Il faisait déjà des voyages scolaires en Chine, dont des trucs des autres, les Lupe Fiasco et les Tupac n'avaient pas le luxe de faire. Et c'est un peu dommage, un peu qu'un personnage comme ça meurt vraiment, c'est une stupidité, quoi. C'est une stupidité vraiment de sa faute. Et on a perdu un gros personnage. Gros personnage. Il aurait été beaucoup plus grand que la musique. Ça, la preuve en est, regardez l'impact encore. Il est mort à 25 ans, mais regardez l'impact qu'il a. Et So Many Tears, c'est vraiment le son qui a été clé pour moi pour découvrir vraiment qui est vraiment Tupac en profondeur et continuer à mieux explorer un peu sa discographie, le personnage qui est vraiment un personnage très fascinant de l'histoire de cette musique là. Sûrement peut-être même le personnage le plus fascinant de l'histoire de cette musique. Voilà, je pense que c'était tout. Qu'est-ce que je voulais même ajouter? J'aurais pu mettre quoi encore? Il y a plein de trucs que j'aurais pu ajouter, mais je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. C'était encore un plaisir de faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.